Les malades souffrent, mais qu'en est-il des soignants? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors je suis sur ce plateau avec le docteur Bernard Devalois. Vous êtes chef du service de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier René Dubos à Pontoise, et le docteur Daniel Seffer. Vous êtes vice-président de l'association SPS Soins aux professionnels de santé. Rendus vulnérables. Docteur Devalois, vous avez écrit aussi un ouvrage qui s'appelle Les mots de la fin de vie aux presses universitaires. Alors pour commencer, je vous propose de lire un témoignage que j'ai vu sur le site de votre association, qui est celui d'Antoine Staumont, et qui est le suivant. Après l'arrivée de notre troisième enfant, début 2012, ma femme a arrêté son activité au cabinet. Ma charge de travail a du coup augmenté. Comme le cabinet fonctionnait bien, elle s'est encore amplifiée avec l'arrivée de nouveaux patients. Progressivement, et sans m'en rendre compte, mon comportement au travail et dans la vie a changé. J'étais animé par le désir d'en faire toujours plus pour les patients et pour la recherche totale de leur satisfaction. Le cabinet prenait le dessus, surtout, et notamment sur ma vie de famille. Cet acharnement a fini par retentir sur la qualité de mon travail et sur mon état physique et mental. J'étais irritable, épuisé. Dès le lever, je souffrais de troubles de la mémoire de plus en plus importants. Jusqu'au jour où, en mars 2014, j'ai pris l'autoroute, je me suis arrêté sur une aire de repos et j'ai avalé des dizaines d'anxiolytiques. C'est grâce à ma femme et à mon portable, par géolocalisation, que le SMUR m'a retrouvé quelques heures après. Donc voilà un premier témoignage. On va rappeler aussi que début février, un infirmier à l'hôpital Georges Pompidou s'est défenestré. Donc ce syndrome d'épuisement professionnel, ce burn-out, cette souffrance des soignants, cette addiction, ces comportements suicidaires, est-ce que les soignants sont vulnérables? Absolument, et c'est un problème de société immense, immense. Parce que les soignants sont en général en situation de solitude, sauf exception lorsqu'ils travaillent dans des centres de santé, mais en général, sur les 1 800 000 personnes qui sont des professionnels de santé en France, toutes professions confondues, les infirmières étant les plus nombreuses, infirmiers aux environs de 600 000, le ressenti actuel est phénoménal en tant que souffrance. Vous travaillez, vous, dans un service de soins palliatifs. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont plus exposées que d'autres? Alors, ce qu'on sait, c'est que parmi beaucoup de facteurs sur lesquels on reviendra, je pense, le fait d'être confronté à la mort de manière quasi quotidienne, comme on peut l'être dans une unité de soins palliatifs, mais comme on peut l'être dans un service de réanimation, dans un service d'oncologie, etc., est un facteur qui contribue à la survenue du syndrome d'épuisement professionnel. Mais en fonction du mode d'organisation de ces services, on peut plus ou moins se protéger du syndrome d'épuisement professionnel. Il y a des stratégies d'évitement, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on a des statistiques, l'un ou l'autre? Est-ce que vous savez si on a des statistiques? Moi, je peux vous donner une statistique, c'est mon ancien métier, hein, je suis anesthésiste réanimateur de formation. La réanimation dont je parlais, qui est très confrontée à la survenue du décès, il y a des études aussi bien anglo-saxonnes que françaises qui montrent qu'environ un peu moins d'un quart, autour de 20% des infirmières et aides-soignantes en réanimation ont des tests positifs, puisqu'il y a des tests qui permettent de dépister le burn-out, et je voudrais insister là-dessus, c'est un tiers des médecins. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit souvent, les médecins, en tout cas en réanimation, sur des données solides, sont encore plus exposés que les infirmières et les soignants. Simplement, ils ont moins tendance encore que les infirmières et les soignantes à reconnaître leur état d'épuisement professionnel. Un tiers des médecins et 25% en réanimation. En réanimation. Oui. L'estimation aussi, il y a une estimation qui fait que à peu près un professionnel de santé sur deux a été ou sera exposé donc à l'épuisement professionnel. D'accord. Alors, 1 sur 2. On va revenir aux différentes causes. La charge de travail, c'est une cause? Ça en fait partie, oui, tout à fait. Ça en fait partie. Ça en fait partie avec, en plus, les inconvénients de la vie moderne, les différentes pressions, avec le travail administratif, le travail avec l'ordinateur, le téléphone,
l'immersion des patients dans des horaires qui ne sont pas forcément des horaires de disponibilité fait que toutes ces accumulations contribuent à l'épuisement. Je dirais que c'est plus encore que la charge de travail, c'en est une conséquence, c'est l'organisation du travail. C'est la façon dont le professionnel de santé est intégré dans un dispositif. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le monde hospitalier. Les professionnels de santé souffrent du fait qu'ils ont de moins en moins de temps médical et qu'on leur impose de l'administratif. Voilà. Oui. Ça y contribue. Moi, je pense que c'est un problème d'organisation. Parce que il faut qu'il y ait du temps. Voilà. Mais après, quand c'est une question de pression, j'aime bien ce mot-là. Quand il y a trop de pression, à un moment, c'est comme une cocotte minute, quoi. Hein. Voilà. Bien sûr. La souffrance des autres, est-ce que le fait que le soignant voit les autres souffrir en permanence, alors les soins palliatifs, mais par exemple quand on est dans un service de pédiatrie, qu'on doit piquer des enfants, qu'ils ont mal, qu'ils pleurent, qu'ils réclament leur mère, est-ce que ça aussi, ça... C'est fini ça, hein. La prévention de l'acte douloureux en pédiatrie depuis longtemps et maintenant chez les adultes, il n'y a plus de gestes douloureux. On sait qu'effectivement, pour une infirmière aller piquer et faire mal, c'est juste très compliqué. Aujourd'hui, on a les moyens on a des patchs, on a un tas de systèmes, on fait la prévention de l'acte douloureux. Mais vous avez raison, si ça persistait, ou dans les peut-être rares endroits dans lesquels ça existe encore, c'est un facteur. Ça fait souffrir. C'est un facteur. Mais oui, vous avez raison, sans citer le philosophe Lévinas, la souffrance de l'autre est quelque chose qui entraîne une souffrance. Quand on se sent impuissant, et justement dans une unité de soins palliatifs, on a développé des prises en charge. C'était la prochaine cause que je voulais évoquer, l'impuissance devant la maladie. Vous êtes médecin, un malade il est condamné, vous le savez bien, bon, ça fait souffrir, ça quand même, vous le connaissez. Là, vous évoquez les formes d'empathie. Et le fait de communiquer avec ces patients pour avoir des comportements de réassurance, parce que très souvent le corps médical emploie des termes un petit peu trop scientifiques et les patients ont besoin de comprendre un petit peu mieux l'évolution et d'être pris en considération. Mais par rapport à la souffrance, je voudrais revenir sur la situation d'étudiants en santé. Les étudiants en santé souffrent aussi parce qu'ils ont une formation. Au cours des études, ils subissent beaucoup de pression, dont le grand nombre d'examens à passer, comme des sauts d'obstacles. Ils sont obligés de travailler intensément et parfois leurs conditions économiques sont telles qu'ils sont obligés de faire un métier pour pouvoir poursuivre leurs études. Alors ils sont eux aussi à prendre en considération de la même façon que les internes ou les chefs de clinique. Parce que cette souffrance, elle est commune à l'ensemble des professionnels de santé, quelle que soit leur activité, que ce soit hospitalo-universitaire, que ce soit les hôpitaux généraux, que ce soit les cabinets, que ce soit les libéraux, véritablement, le problème se pose. L'abandon, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, non, vraiment ce que je voulais rebondir sur votre question, c'est qu'aujourd'hui, on ne devrait plus être dans des situations où on vit la mort d'un patient comme un échec. Ce qui est un échec, c'est pas la mort du patient. Ce qui est un échec, c'est quand la mort se passe mal, quand le malade est douloureux, quand on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour essayer de soulager. Vous savez, en soins palliatifs, on sait bien que nos malades, ils vont mourir. Et ça, c'est pas un échec. Hein. Voilà. La médecine n'est pas toute puissante. La médecine ne peut pas rendre immortel. Ça se saurait sinon. Hein. Par contre, là où c'est un échec et là où ça crée du burn-out, c'est dans les services où justement les professionnels de santé ont l'impression qu'on n'a pas tout fait pour être au plus bien traitant pour le patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le job. Notre boulot, c'est de s'occuper des gens, c'est de les aimer, c'est de les aimer jusqu'au bout, de les soigner, d'en prendre soin jusqu'au bout. Alors et quand cet idéal-là, il se heurte à la réalité, c'est là où il y a le burn-out. Quand on les aime, on souffre quand on les voit partir. Donc, non, on souffre quand on les voit souffrir. Je vous assure que, justement, nous, ça nous arrive souvent de dire, ben voilà, monsieur, j'étais encore ce matin dans le service, monsieur untel est décédé, comment ça s'est passé? Ben ça s'est bien passé, c'est une belle prise en charge. Ou, au contraire, on a parfois des situations où on voit où ça s'est pas bien passé, ou dans d'autres services, ça s'est pas bien passé. Et ça nous met mal à l'aise, ça nous met en colère même, quand on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Alors on va évoquer un autre service pour avancer, les urgences et la violence aux urgences. Ça, c'est une cause de souffrance aussi des oui, tout à fait. Qui lui répondent. Oui. Et il y a déjà un problème d'effectifs, parce que les services d'urgence sont de mieux en mieux organisés, contrairement à ce que l'on pourrait penser.
Et il y a des exemples typiques, que ce soit à Paris, le service du professeur Enrique Casalino à Bichat, ou d'autres, où ils sont vraiment bien organisés. Mais il y a aussi le problème des effectifs. Puis il y a le problème aussi des psychologues attachés au service des urgences, parce que les urgentistes, ils ont besoin aussi, à un moment donné, de pouvoir se confier, d'être suivis. C'est la question que je voulais vous poser. Quels signes doivent nous alerter quand on est soignant pour se dire, oh là, attention, je file tout droit au burn-out? Alors, juste un point, les urgences de Pontoise aussi sont très bien organisées, il n'y a pas de souci. Toutes les urgences sont bien organisées. Sur cette question-là, c'est vraiment quelque chose, un message qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand on ne prend pas bien soin des patients, c'est la première phase de l'épuisement professionnel. La première victime de l'épuisement professionnel du soignant, c'est le malade lui-même. Et donc, et ça c'est le boulot aussi des encadrants, du chef de service, du cadre du service, c'est de savoir repérer ça. Et soi-même, c'est quand d'un seul coup, on se réfugie vers des soins techniques, que tout ce qu'on appelle la dimension relationnelle du soin, elle disparaît. Ah ben moi je suis infirmière, moi je fais ce que le docteur m'a dit de faire, c'est complètement stupide. Donc on se protège et on se réfugie. Et on n'est plus dans le soin, dans ce que j'appelle l'amour, c'est peut-être un grand mot, mais c'est pas mal. Est-ce que c'est facile de faire reconnaître à un soignant qu'il est malade, en fait, et qu'il est plus en capacité, en fait, de prendre soin des autres? Comment on fait? C'est vrai que c'est compliqué. Oui. Alors, on peut faire ce qu'on ne peut pas le faire dans une situation de masse. On a des tests de dépistage. Hein. Nous, on l'a fait dans notre service pour essayer de dépister un peu à travers un certain nombre de questionnaires qui sont validés. Au quotidien, c'est la notion d'équipe, et ça en libéral c'est beaucoup plus compliqué, mais nous on est capable, on sait, tiens, une telle elle est fatiguée, elle a des problèmes dans sa vie, bon, et donc là on va en prendre soin elle aussi, c'est-à-dire que les soignants ils ont besoin que l'équipe prenne soin d'eux, et là où ça coince, c'est quand d'un seul coup ça marche plus. Alors en libéral c'est compliqué, il y a un numéro de téléphone, on va le rappeler parce qu'on arrive au terme de ce programme, qui est le 0805. Ça c'est la plateforme d'appel. Voilà, donc 0805 23 23 36, c'est la plateforme d'appel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'anonymat, parce que c'est très important, c'est l'anonymat. Grâce à l'anonymat, la personne qui est en souffrance va être identifiée et le cheminement ensuite des actions thérapeutiques va lui permettre de bénéficier de centres dédiés où elle pourra séjourner et dans une région différente de celle où elle exerce. En 2 mots, en 15 secondes, vous avez mis au point dans votre service des stratégies d'évitement? Alors, c'est pas dans notre service, dans toutes les unités de soins palliatifs, il y a effectivement, en anglais on appelle ça le coping, en français on va dire des stratégies d'adaptation. Il y a des stratégies d'adaptation positives pour essayer de faire face à toute cette proximité permanente avec la mort et de le positiver, alors que dans d'autres endroits, eh bien, il y a des stratégies d'adaptation négatives et qui débouchent sur l'épuisement professionnel. Alors voilà, donc les soignants souffrent aussi, charge de travail, la souffrance des autres, la douleur, l'impuissance devant la maladie, la mort, la violence, c'est des thèmes qu'on a évoqués. Il y a un numéro d'appel où ils peuvent parler, qui est le 0805 23 23 36. J'ai l'habitude de terminer cette émission en disant portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est aux soignants que je le dis, portez-vous bien. Est-ce que je peux ajouter juste